Il m'est arrivé de guérir quelqu'un en faisant un transfert de microbiote. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, je ne sais pas. C'est les gens, quand je les revois, ils me disent « Docteur, vous m'avez sauvé, c'est incroyable, vous m'avez sauvé la vie ». Ça, c'est plus inquiétant. C'est les selles totalement décolorées. Dans 1 gramme de caca, pas moins de 100 milliards de bactéries, hein, donc plus que d'êtres humains sur Terre. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est pas un truc inventé, c'est pas un truc que les patients inventent. Ils ont vraiment des douleurs au ventre, ils ont vraiment de la diarrhée. Il y en a qui sortent plus de chez eux depuis des années. Beaucoup de patients se sentent désespérés et pour autant, il y a plein de solutions. Bienvenue sur Poopcast, moi c'est Fleur, je suis diététicienne spécialisée dans le syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont de la constipation, des diarrhées, des ballonnements, des gaz au quotidien. C'est un sujet qui est encore très tabou et c'est pour ça qu'on a créé ce podcast-là. On va en parler, on a un invité aujourd'hui qui est très spécial puisqu'il est gastro-entérologue, on a fait beaucoup de routes pour le rencontrer. Si vous avez des symptômes depuis très longtemps et que vous n'avez peut-être pas encore trouvé la solution, vous allez vouloir écouter jusqu'au bout. Préparez la petite tasse de thé ou le petit café et c'est parti. Julien, alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui nous écoutent, qu'elles savent un petit peu à qui elles ont affaire? Alors, je m'appelle Julien Scanzi, je suis gastro-entérologue en Auvergne, à l'hôpital de Thiers et au CHU de Clermont-Ferrand. Et je m'intéresse spécifiquement au microbiote intestinal depuis maintenant une dizaine d'années. Et j'ai eu la chance de découvrir il y a maintenant 10 ans à quel point le microbiote pouvait avoir un impact sur notre santé, puisque il m'est arrivé de guérir quelqu'un en faisant un transfert de microbiote. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, je ne sais pas. Et c'est ça qui m'a fait vraiment ouvrir les yeux sur l'incroyable pouvoir de notre microbiote et le rôle qu'il jouait dans notre santé au quotidien. Et donc j'essaye depuis de sensibiliser un maximum les gens sur l'impact du microbiote sur leur santé, comment essayer d'en prendre soin, comment leur donner des petites astuces, etc. pour que les gens soient au final en meilleure santé possible tout au long de leur vie, quoi. Avant de commencer, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui va peut-être cliquer sur cette vidéo, qui a des symptômes depuis des dizaines d'années, qui ne trouve pas de solution et qui se dit bon ben moi mon cas, je suis un cas à part, je suis foutu, tu peux plus rien faire. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Ouais, que déjà elle n'est pas seule, parce que moi c'est mon quotidien en tant que gastro-entérologue. Le syndrome de l'intestin irritable, ça touche des millions de Françaises et Français. C'est une pathologie qui est très difficile à traiter et surtout, on va dire, il n'y a pas un traitement unique, il n'y a pas un traitement miracle qui marche chez tout le monde. Beaucoup de patients se sentent désespérés et pour autant, il y a plein de solutions. Donc je ne dis pas que qu'en écoutant ce podcast, en me suivant, elle aura absolument la solution et que je donne la solution miracle pour tout le monde, mais en tout cas, ça me permet d'évoquer tout un tas de pistes, de solutions qui vont marcher chez une personne ou d'autres qui vont marcher chez d'autres. Donc voilà, c'est quelque chose en tout cas de complexe qui pourrit la vie de millions de patients, que cette personne-là qui nous écoute, qui se sent concernée et qui est parfois désespérée, ben voilà, en tout cas, elle n'est pas la seule, ou il n'est pas le seul dans cette situation-là, et pour autant, il y a plein de pistes, il y a plein de choses à explorer, et je vois quand même, moi en tout cas dans ma pratique courante, beaucoup de gens qui sont initialement désespérés, puis qu'en fait, on arrive avec un peu de temps, en explorant des pistes qui n'avaient pas été explorées, à pas forcément guérir totalement à 100%, mais en tout cas à améliorer nettement les choses pour que ces personnes-là arrivent à retrouver une vie normale, ce qui est à mon sens le principal objectif, quoi. Et oui, améliorer leur qualité de vie, et puis elles n'ont pas toutes le même, je dis elles parce que bon, on va parler Beaucoup de femmes, ouais. de l'intestin irritable principalement, mais voilà, elles n'ont pas toutes le même point de départ, on va dire. Il y en a qui ont déjà consulté, qui n'ont pas trouvé de solution. On va en parler aussi un petit peu des médecins, ça va être intéressant. J'ai envie d'avoir ton point de vue là-dessus. Il y a des personnes qui n'ont peut-être jamais consulté non plus. Donc on va voir un petit peu le parcours aussi de diagnostic. Tu voudras me faire dire du mal de mes confrères, c'est ça? Non, mais c'est intéressant parce que même entre diététiciens, on a tous des pratiques différentes. Mais on va y revenir juste après. C'est quoi un gastro-entérologue? Ah, bah c'est une bonne question, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Moi, ça me paraît évident parce que je baigne dedans depuis longtemps. Mais la médecine, déjà, c'est complexe pour beaucoup de monde. Et puis voilà, les spécialités, on n'arrive pas forcément à savoir. Donc la gastro-entérologie, en fait, c'est la spécialité qui vise à soigner toutes les maladies qui touchent de près ou de loin la digestion. Donc il y a le tube digestif, en fait, c'est le tuyau qui va de la bouche à l'anus, en gros, avec l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, le côlon, le rectum et l'anus. Et puis il y a tous les organes qui sont autour de ce tube digestif, qui participent à la digestion. Il y a le foie, il y a les voies biliaires, la vésicule biliaire, le pancréas. Donc ça fait vraiment beaucoup d'organes différents, donc beaucoup de maladies différentes. Et puis en tout cas moi je trouve que j'ai la chance dans ma spécialité d'avoir
un côté technique aussi. Il n'y a pas que de la consultation, de la réflexion. Il y a également les endoscopies, donc tout ce qui va être fibroscopie de l'estomac, coloscopie, même des endoscopies des voies biliaires. On peut aller dans les voies biliaires, on peut mettre des prothèses, des petits ressorts dans le pancréas, dans les voies biliaires, etc. On arrive à enlever des tumeurs de l'intérieur sans avoir à opérer. Donc il y a tout cet aspect technique endoscopique qui est hyper intéressant et qui fait partie de mon métier. Et c'est ça qui fait que j'adore, c'est que c'est hyper varié. Oui, on ne croirait pas au début parce qu'on se dit Eh toujours oui. gastro-intestin, mais en C'est réalité ça. c'est beaucoup plus C'est très très large. Est-ce qu'il y a des maladies que tu vois le plus? Est-ce qu'il y a des... Je l'ai évoqué. Clairement, la maladie qu'on voit le plus, c'est le syndrome de l'intestin irritable. Globalement, c'est les pathologies fonctionnelles digestives. Donc en fait, c'est des pathologies qui entraînent des troubles au quotidien, autour de la digestion, du bien-être digestif, qui touchent soit le tube digestif haut, donc autour de l'estomac, et c'est ce qu'on va appeler la dyspepsie. C'est des gens qui ont une pesanteur sur l'estomac, des difficultés à digérer, des nausées, des raux, voire des douleurs au niveau de l'estomac. Et puis, il y a un peu l'équivalent au niveau intestinal qu'on appelle maintenant le syndrome de l'intestin irritable, qui est en gros un trouble qui associe des douleurs intestinales récurrentes associées à des troubles du transit, de la diarrhée, de la constipation, une alternance des deux, et puis souvent des ballonnements. Donc voilà, tous ces troubles digestifs qui sont en général pas liés à une maladie grave sont hyper fréquents et pourrissent vraiment la vie de beaucoup de Françaises et Français. Et puis après, il y a tout un tas d'autres maladies. Il y a les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, qui sont beaucoup moins fréquentes, mais qui le sont quand même de plus en plus. Il y a les cancers, et notamment le cancer colorectal, alors qui est heureusement moins fréquent que toutes les pathologies que je viens de citer avant. Et puis après, il y a des maladies qu'on voit de plus en plus, qui sont les maladies du foie, qui sont souvent, entre guillemets, un peu invisibles, parce qu'on n'a pas de douleur, on n'a pas de symptômes, et le foie devient inflammatoire. En fait, sur les prises de sang, on voit des anomalies au niveau du bilan du foie. Et ça, c'est lié très souvent à un foie qui devient gras, un peu comme les oies, les canards qu'on gave, lié à notre mode de vie, à notre alimentation. Et ça, avant, ça touchait des obèses de 50 ans, et maintenant, on le voit chez des jeunes de 15-20 ans, voire même avant, et qui ne sont pas forcément très obèses, qui ne sont pas forcément obèses, ouais. Ah, c'est fou ça. Et ça, c'est principalement lié à l'alimentation. Alimentation et mode de vie. Voilà. Il n'y a pas que l'alimentation, mais notre environnement, voilà, peut-être que la pollution, le fait d'être bien plus sédentaire qu'avant, etc. Le manque d'activité physique, le stress, un sommeil qui est peut-être moins bon qu'auparavant. Enfin, c'est tout un tas de choses qui rentrent en compte dans ces problèmes-là. Ok, ouais, c'est marrant parce que moi je traite, entre guillemets, je traite le SI au quotidien et je vois que ça touche énormément de personnes, mais je pensais pas que c'était peut-être la cause principale des consultations chez les gastro. Premier motif de consultation en gastroentérologie, ouais. Et c'est en fonction des études en France, c'est entre 4% avec les derniers critères. Et avant, les précédents critères, c'était plutôt 10%. Donc on est entre 5 et 10%. Donc voilà, il faut ramener à 70 millions de personnes, et donc ça fait pas mal de monde. Ça fait beaucoup. Tu disais tout de suite justement, donc, alors le fil conducteur un petit peu de l'échange, ça va être les questions que les filles m'ont posées, donc les abonnés sur les réseaux. Okay. Donc ça va suivre un petit peu le fil de l'échange. Et tu disais tout de suite, peut-être qu'on peut voir un petit peu plus en détail d'abord avant que je te pose la question. Il y a Eva qui demande, c'est quoi le SI? Comment savoir si j'en ai vraiment un? Quels sont les symptômes? Alors c'est quoi? Je l'ai évoqué, en fait, c'est un syndrome qui regroupe des symptômes, et ces symptômes, c'est des douleurs abdominales, mal au ventre. En général, ça survient par crise, et pendant ces crises où on a mal au ventre, on a de la diarrhée ou de la constipation, ou une alternance des deux, où les douleurs vont être déclenchées par le fait d'aller à la selle, vont être soulagées par le fait d'aller à la selle, et puis il y a très souvent des ballonnements. Et puis très souvent, quand on a ça de façon chronique, répétée, que ça pourrit bien la vie, on consulte, et en général, c'est ces consultations qui aboutissent normalement, si tout se passe bien, jusqu'à un diagnostic, parfois sans passer beaucoup d'examens, parfois avec juste une prise de sang pour éliminer par exemple une maladie cœliaque qui est une intolérance au gluten, et parfois en faisant plus d'examens, et notamment en allant jusqu'à faire une coloscopie pour éliminer formellement des maladies inflammatoires que j'ai citées tout à l'heure, la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, qui peuvent parfois, notamment la maladie de Crohn, mimer un petit peu ce genre de symptômes. Donc voilà, l'idée c'est que pour avoir un diagnostic, comme souvent, il faut aller voir son médecin.
Et le médecin soit arrive à gérer tout seul jusqu'au diagnostic, soit adresse à un spécialiste, ce qui est très souvent le cas vers un gastro-entérologue en tout cas. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent, enfin elles sentent les symptômes physiques et quand elles ressortent du rendez-vous médecin ou gastro, qu'elles ont fait des examens, elles ont rien. On leur dit souvent j'ai rien. Vous n'avez rien, c'est très bien. Et on leur dit justement c'est pas grave. Et il y en a beaucoup qui comprennent pas comment c'est possible de rien avoir et qu'on ne voit rien aux examens à la coloscopie, à la fibro, Ouais. alors qu'il y a une vraie souffrance. Exactement. Il faut se mettre à la place des patients, c'est normal. Les patients, ils ont vraiment mal, ils ont vraiment des troubles, ils ont un syndrome douloureux chronique qui leur pourrit la vie. Et si on leur dit qu'ils n'ont rien, c'est normal qu'ils soient frustrés et qu'ils aillent chercher la réponse ailleurs, parce qu'ils n'ont pas rien. En fait, c'est différent de dire les examens sont normaux. Du coup, vous n'avez pas une maladie grave ou vous n'avez pas une maladie inflammatoire qui va nécessiter un traitement lourd. Et en fait, vous n'avez rien, parce que les gens n'ont pas rien, ils ont juste une autre maladie que nous, on n'arrive pas à identifier avec des examens, mais qui est là. Ce syndrome de l'intestin irritable, ce n'est pas un truc inventé, ce n'est pas un truc que les patients inventent, ils ont vraiment des douleurs au ventre, ils ont vraiment de la diarrhée. Il y en a qui sortent plus de chez eux depuis des années, qui ne peuvent plus rien manger. Donc ça pourrit vraiment la vie, et donc c'est pas le bon discours. Alors je pense que malheureusement... Non, c'est que je pense que c'est parfois un manque de connaissances de certains médecins, parfois une mise en difficulté de ces médecins parce que c'est difficile à soigner en fait, et je pense malheureusement que certains ont plus vite fait de dire vous n'avez rien, vous n'avez pas de maladie telle qu'on entend par le terme maladie, il n'y a pas besoin de mettre de traitement, c'est dans votre tête parce que très souvent c'est des maladies qui ont un lien avec l'anxiété et le stress aussi. Et donc je pense que c'est un discours très réducteur et qui est très difficile à vivre, et ça s'entend par les patients quand ils entendent vous n'avez rien, ou c'est dans votre tête, ou c'est votre stress, etc. Non, maintenant on le sait, on connaît beaucoup mieux déjà ce syndrome-là qu'il y a 10-20 ans. On sait qu'il y a plein de mécanismes intriqués qui rentrent en jeu et qui aboutissent à ce genre de syndrome. Ça a beau être très compliqué à traiter, néanmoins le discours c'est vous n'avez pas une maladie grave, on n'a rien vu sur les examens, donc vous avez probablement ce qu'on appelle un syndrome de l'intestin irritable. Je vous explique un petit peu ce que c'est. Et on va essayer de mettre en place des stratégies pour essayer de vous soulager un petit peu, même si il n'y a pour l'instant pas de traitements qui ont montré une efficacité pour guérir de ça. C'est très difficile, mais par contre, il y a plein de choses qui marchent pour soulager les symptômes. Et puis, si on n'est pas assez compétent, parce qu'on peut pas... J'ai dit que notre spécialité était hyper variée, hyper riche. Moi-même, je ne suis pas du tout compétent pour gérer plein de choses. L'idée, c'est qu'après, si on se sent... si on manque de compétences pour accompagner quelqu'un, c'est de se faire accompagner par d'autres collègues. Tout l'aspect nutritionnel, peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer. Moi, ce n'est pas des choses que je maîtrise vraiment. Donc moi, je renvoie vers des collègues nutritionnistes, vers des diététiciens, diététiciennes, justement pour faire cet accompagnement dont je n'aurai ni le temps, ni vraiment les compétences de faire correctement. Oui, c'est le métier. Donc je pense que c'est à nous, on est fautif, et c'est à nous de changer nos discours aussi sur ce syndrome-là, et d'arrêter de dire que les gens n'ont rien ou que c'est juste dans leur tête. Ok. Oui, moi c'est marrant parce que dans ma famille j'ai une gastro-entérologue et on en parlait un petit peu. Elle me disait justement dans leur cursus, on leur a jamais parlé des FODMAP par exemple. On va voir après ce qu'on peut faire quand on a une colopathie. Parler rapidement aussi d'alimentation, mais c'est pas trop l'objectif d'aujourd'hui. Mais elle n'a pas eu d'informations en fait sur les FODMAP. C'est difficile de pouvoir. Alors je vais aller même pire que ça. Tu veux que je te dise, pour passer l'internat, on a je sais plus combien de centaines d'items, donc des maladies où on apprend les trucs sur les causes, les diagnostics, les traitements, etc. On étudie de façon très précise des maladies très rares qu'on verra jamais de notre vie. Le syndrome de l'intestin irritable n'était pas, ça a peut-être changé en 10 ans, mais à mon époque, ce n'était pas un item de l'internat. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé d'apprendre ce qu'était le syndrome de l'intestin irritable pour passer l'internat, alors que c'est la pathologie la plus fréquente en consultation de gastro-entérologie, et puis même en médecine de ville, parce qu'en fait, à partir du moment où c'est des millions de Françaises et Français qui sont concernés, ça veut dire que tous les médecins généralistes voient à l'appel des patients qui ont ce syndrome-là. Donc c'est indispensable, si on veut que les patients qui ont ça soient bien soignés, que cette maladie-là, ce trouble-là, soit enseigné dans les études.
Donc, au-delà de parler de FODMAP, où là, on est déjà sur quelque chose d'assez précis, on est sur une intervention alimentaire. Ouais. Là, j'irai encore plus loin, mais même pendant mes études, j'ai eu 2 heures de nutrition. Mm. Alors que voilà, notre santé, elle passe pour beaucoup sur ce qu'on mange et sur ce qu'on dit à nos patients de manger. Et en 2 heures, et voilà, donc voilà, donc il y a pas mal de choses à faire encore je pense, sur la formation. Ouais. Je me rappelle mon médecin qui m'avait demandé, j'avais consulté, il m'avait dit bon, vous faites quoi dans la vie? Moi, je lui avais dit, je suis diététicienne spécialisée dans la colopathie. Il me dit ah, mais c'est super ça! Il était content Ah ouais. de voir qu'il y avait quelqu'un qui était spécialisé. Et du coup, il me posait quelques questions et je lui ai dit bah oui, je mets en place le protocole FODMAP avec les patients. Mais quoi? Il savait pas ce que c'était. Moi, il y en a qui savent pas, comme tu l'as dit, c'est pas forcément évoqué. Et puis c'est assez récent. Ouais. Ça fait moins de 10 ans, enfin voilà, ça fait depuis 5-6 ans qu'on parle vraiment des FODMAP, qu'il y a des études, etc. Donc c'est quelque chose d'assez récent, on va dire, sur la médecine globale, quoi, dans son ensemble. C'est peut-être pour ça aussi que, enfin, moi j'ai beaucoup de retours de patients qui me disent justement qu'elles ont ces expériences-là où on leur a pas conseillé des choses, on leur a dit que c'était rien, etc. Et peut-être qu'elles consultent aussi des gastros qui sont plus âgés, qui ont qui sont moins à jour peut-être aussi sur l'évolution des études certainement, parce que le protocole FODMAP notamment, c'est quand même, tu dois le savoir, mais plus de 80% de réussite. Alors j'aurais dit un peu moins. J'aurais dit, Ah ouais. les chiffres sont plutôt à 60, voire 70. Au niveau des études. Mais bon, ça reste quand même, ça veut dire que c'est quand même une majorité de patients qui répond à ce protocole-là, s'il y a un accompagnement qui est bien fait. Parce que là encore une fois, très souvent, les FODMAP, quand les médecins se lancent là-dedans, ils donnent la liste des FODMAP aux patients en disant, tenez, voilà, faut éliminer ces aliments-là. Alors déjà, c'est pas exactement ça les FODMAP. Et moi-même qui m'intéresse au truc, je serais incapable d'accompagner quelqu'un qui a ça. Donc en fait, moi, ce que je fais, j'explique en gros en quoi consiste le protocole, les différentes phases, et je leur donne des noms. Alors en tout cas, je leur dis de se tourner vers des diététiciens, diététiciennes qui soient formés à ce régime-là et qui soient capables de les accompagner. Parce qu'il y a plusieurs phases, c'est pas juste on élimine tous les FODMAP et puis ciao, et puis voilà. Après, il y a une phase de réintroduction qui est assez délicate à mettre en œuvre. Si t'es pas sûr d'avoir un intestin irritable ou que tu sais pas par où commencer, en description, t'as un quiz que tu peux remplir où t'auras déjà pas mal d'informations, ou tu peux réserver un appel gratuit avec moi si t'as déjà été diagnostiqué et que tu veux aller un petit peu plus loin au niveau de la prise en charge. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui parce que tu es un peu plus à jour aussi sur toutes ces choses-là. Je pense que beaucoup de médecins, par rapport à tous les retours que j'ai, donc ça c'est trop bien. Mais oui, ça fait vraiment la différence au quotidien. Moi, je le vois puisque je fais que ça. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des symptômes, par exemple, à partir de quel moment elles doivent s'inquiéter? Parce que j'ai eu des questions, j'ai des symptômes, et quand est-ce que je dois m'inquiéter? Quand est-ce que je dois me Chez dire, des gens ok, qui ont un syndrome d'intestin irritable ou chez des gens qui ont des problèmes digestifs? chez des personnes qui ont peut-être un SI plus ou moins diagnostiqué, on va dire, et qui n'ont peut-être pas trouvé de solution et passent des journées vraiment difficiles où elles se disent, Ok. mais là, c'est bon, j'ai forcément quelque chose de grave, quoi. Les éléments qui vont plutôt nous inquiéter, ça va être une perte de poids un peu inexpliquée. On va dire typiquement quelqu'un qui se met à faire le régime sans FODMAP sur la phase du sans FODMAP, en général, il y a une perte de poids. Bon, mais par contre, si cette perte de poids elle est inexpliquée parce qu'il n'y a pas eu de modification d'alimentation, de mode de vie, nous, en tant que médecins, ça a tendance à nous inquiéter. Alors, c'est pas la perte d'1 kilo, mais la perte de plusieurs kilos, s'il n'y a pas d'explication, on peut s'inquiéter. Les saignements, classiquement, le fait qu'il y ait surtout des traces de sang dans les selles, ça peut nous inquiéter un petit peu. Alors, chez quelqu'un de 20-25 ans, il y aura rarement quelque chose de grave. Et plus il y a de sang, moins c'est grave, hein. Du sang juste sur le papier ou du sang qui éclabousse dans la cuvette, ça inquiète souvent les gens. Nous, ça ne nous inquiète pas trop. C'est du sang bien rouge qui vient souvent des hémorroïdes. Mais voilà, les petites traces de sang dans les selles, ça nous inquiète un peu plus. Et puis, et après, des anomalies vraiment significatives sur une prise de sang, mais ça, en général, le médecin traitant, voilà, il va faire une prise de sang. Voilà. Le fait d'être très fatigué, de perdre de l'énergie, de la force beaucoup, même s'il y a souvent de la fatigue chronique quand il y a des douleurs. Les phénomènes douloureux chroniques s'accompagnent très souvent d'une fatigue, bien sûr, et après d'une baisse du moral aussi, parce qu'après, c'est un cercle vicieux, etc. Mais voilà, s'il y a 2 symptômes, on va dire c'est plutôt l'amaigrissement et le sang dans les selles. Ok. Donc les gaz, ça fait partie classique, c'est un symptôme classique de la colopathie. J'ai une personne donc, qui s'appelle Vanessa qui m'a demandé
Est-ce que c'est normal d'avoir beaucoup de gaz? À partir de quand ou combien ce n'est plus normal? Alors, j'avais lu un truc, je vais pas dire de bêtises, je sais plus si la norme, si c'est 15 ou... C'est ça, hein, c'est une quinzaine de P par jour, mais en fait, on va dire que c'est pas normal à partir du moment où ça pourrit la vie et qu'on peut plus rien faire. Après, les gaz, ils sont là pour être évacués aussi. Et en fait, je vois aussi beaucoup de gens qui ont mal parce qu'ils ne veulent pas évacuer le gaz. Donc ils ont les ballonnements, ils ont mal au ventre. Et en fait, parce qu'ils ne veulent pas du tout péter, parce que pour eux, enfin voilà, c'est tabou, etc. Bien sûr. Donc, exactement. Mais il y a des gens qui, dans leur quotidien, ne veulent pas avoir de gaz, etc. Donc là, ça devient problématique. Donc il faut dire que les gaz, c'est la normalité. C'est lié au fonctionnement du tube digestif, c'est lié à la flore intestinale, au microbiote. Et il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, notamment à certains aliments qui vont fermenter, notamment les FODMAP. Mais voilà, à partir du moment où ça pourrit vraiment la vie et qu'on n'arrive pas à se retenir et qu'en fait c'est des dizaines et des dizaines par jour, etc., on peut éventuellement consulter et voir s'il y a des possibilités d'améliorer un petit peu ça. Après, nous, en tant que médecins, c'est clairement pas un symptôme qui va nous inquiéter et nous alarmer, ça c'est clair. Okay. On a plutôt tendance à rassurer, à dire que ça fait partie de la normalité, d'avoir des gaz et de rassurer les gens en disant voilà. Mais c'est vrai que du coup, il y a ce côté tabou des gaz, même des sels. Et donc, il y a beaucoup chez les femmes. Alors, est-ce que ça contribue au fait qu'il y a beaucoup plus de colopathes chez les femmes? Mais c'est vrai que qui n'osent pas aller aux toilettes, au boulot, etc. Donc, qui se retiennent. Et donc, et ça, c'est des phénomènes, enfin, c'est pas naturel et c'est pas physiologique de se retenir quand on a le besoin et l'envie d'aller à la selle. Donc, il faut juste se rééduquer, rassurer les gens et en les incitant à s'écouter. Et s'ils ils ressentent l'envie d'aller à la selle, il faut qu'ils trouvent des toilettes. Et tout le monde fait pipi, tout le monde fait caca. Et voilà, donc c'est important. Quand est-ce qu'on trouvera enfin la cause? Alors, je vais dire sans trop me tromper, jamais. Ah ouais, intéressant. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas une cause. Il y a le syndrome de l'intestin irritable, moi, voilà, j'en vois des dizaines par semaine. Je ne peux pas dire qu'il y en a pas de pareils, parce qu'en fait, quand on en voit tellement, bien sûr qu'il y en aura deux pareils à peu près. Mais il y a plein de symptômes différents, il y a plein de causes différentes. Il y a des gens qui ont la diarrhée, des gens qui sont constipés, des gens qui ont beaucoup de diarrhée, des gens qui sont très constipés, des gens qui sont très ballonnés, d'autres moyen ballonnés, des gens qui ont mal au ventre tout le temps, des gens qui ont mal au ventre par crise quand ils vont manger certaines choses. Il y a des gens qui ont un syndrome de l'intestin irritable parce qu'à un moment, ils ont eu une grosse infection, ils ont fait une infection alimentaire suite à un mauvais resto ou autre. Il y a des gens qui ont ça parce qu'ils ont eu des antibiotiques, et il y a des gens qui ont eu ça parce qu'ils ont vécu un événement traumatisant. Parfois longtemps avant, notamment dans la petite enfance. On sait que notamment les abus ou agressions sexuelles survenus dans la petite enfance peut faire développer plus tard un syndrome d'intestin irritable. Et donc voilà, il n'y a pas un, et c'est très fréquent. Je crois que c'est de l'ordre de 10 à 20% de vraiment où on arrive à retrouver. C'est vraiment quand on interroge les gens. Ouais. Et avec notamment soit événement traumatisant dans la petite enfance, soit voilà, ces abus, agressions sexuelles dans la petite enfance. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une cause, c'est un mélange de choses. Et voilà, donc on ne trouvera jamais une cause. Et on commence maintenant à comprendre les principales causes intriquées. Et parfois, c'est plus de l'un, plus de l'autre. Enfin, voilà. Et si on ne trouve pas la cause, est-ce qu'on pense qu'on trouvera une solution? De la même manière, j'ai du mal à penser qu'on trouve un seul traitement qui résoudrait ça. On le voit dans les études, on voit il y a des traitements qui sont assez efficaces, mais ça marche pas chez tout le monde parce que c'est pas une seule et même maladie. C'est un syndrome, mais avec plusieurs types de symptômes et donc plusieurs types de maladies différentes un peu. Donc moi, je crois pas à la cause unique, pas du tout, et je crois assez peu à la solution unique aussi. J'allais dire hygiène de vie générale, mais en même temps, oui et non, parce qu'en fait,
Enfin, je sais pas, toi ce que t'en penses, mais j'ai beaucoup de patientes qui essayent déjà de faire au mieux, en fait. Qui essayent de bien dormir, qui essayent de bien manger, qui essayent d'être moins stressées, qui Ouais. vont, sous les recommandations des médecins, suivre des psys, qui font plein de choses et qui malgré tout ont toujours la problématique. Donc, C'est une grosse pression. Et après, on n'a pas trop parlé de l'axe entre l'intestin et le cerveau, mais en fait, maintenant, le syndrome de l'intestin irritable, j'aurais d'ailleurs pu en parler, dans notre classification de maladies, c'est devenu un trouble de l'axe intestin-cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, cette maladie-là, elle est définie comme étant un dysfonctionnement de l'axe intestin-cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, le problème principal, c'est la communication entre le cerveau et l'intestin. Et alors, tu évoquais les psys, et notamment, alors, il y a une thérapie pour laquelle il y a pas mal de résultats positifs, qui est la thérapie cognitivo-comportementale. Et en fait, c'est ça, l'idée, c'est, je pense, alors je connais pas bien pour le coup, je veux pas dire de bêtises, mais l'idée, c'est peut-être aussi d'arriver un petit peu à détacher le cerveau de l'intestin et à moins se focaliser sur certaines choses. C'est vrai que alors, on finit forcément par se focaliser sur ces symptômes et sur tout ce qu'on va manger, exactement. Et c'est un cercle vicieux. Et à chaque repas, on appréhende d'avoir des symptômes. Donc, dès qu'on mange un truc, on va se dire, ah, cette bouchée-là ou ah, cet aliment-là, je risque de le regretter plus tard. Et en fait, cette anxiété anticipatoire, ce truc de se dire, à cause de ce que je viens de manger, ce que je vais manger, je vais peut-être avoir des symptômes, ben, on sait que ça peut suffire à déclencher des symptômes. C'est un effet nocebo, ça a été démontré dans le gluten par une belle étude l'année dernière. Et donc, c'est voilà, cet effet nocebo des aliments. Si on se dit, ah, là, ce truc-là, la dernière fois que j'en ai mangé, ça s'est mal passé, là, ça va être la cata. Et en fait, on se crée un stress presque comme avant un examen. Et en fait, ça, on a tous vécu ce truc-là où on avait un gros coup de stress avant un examen et où on a eu mal au ventre et de la diarrhée, quoi. Et donc, c'est pareil. C'est ça la question que. Il y a une question qui me vient parce que je suis tombée sur un post récemment. Je ne sais pas si elle était diététicienne ou ce qu'elle était la fille, mais elle disait justement dans la nature, les animaux, quand ils savent qu'ils vont être mangés par un autre animal dans la nature, ils ont donc ce stress-là qui crée des effets physiologiques dans le corps, et ils ont tendance à faire caca avant de s'enfuir pour s'alléger. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est Alors, une histoire derrière ça? ce serait vraiment intéressant de savoir pourquoi. Alors, ça peut être déjà, premièrement, un mécanisme de défense. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que les gaz, les matières rejetées à ce moment-là, peut-être peuvent faire fuir. Alors là, je suis pas du tout. Je connais pas du tout, mais bien sûr que ça peut être une piste. Et après, dans le même truc, et pour revenir à la transplantation fécale, dont on parlera peut-être pas, mais dont j'ai parlé au tout début, qui consiste à soigner quelqu'un avec le microbiote d'un autre, donc le caca de quelqu'un d'autre. Ça me faisait souvent penser à la coprophagie qu'on trouve beaucoup chez les animaux, parce que tu peux pas la question des animaux. Et je ne crois pas que les animaux soient tous coprophages pour les mêmes raisons, mais j'avais vu un reportage hyper intéressant sur les dos argentés, les gorilles. Moi, je suis fan c'est mon rêve d'aller voir les dos argentés. Et ils expliquaient que le gorille dos argenté, donc le mâle dominant de la troupe, quand il faisait caca, les autres mâles ou les autres membres de la troupe mangeaient son caca. Et il n'expliquait pas pourquoi. Et je me suis posé cette question-là. Est-ce que c'est pour quelle raison? Est-ce que c'est pour de la domination? Est-ce que c'est pour la santé? Parce que peut-être le mâle est dominant étant plus costaud, peut-être plus vigoureux et a une meilleure santé que les autres. Peut-être que ça aide aussi les autres. Voilà, mais c'était dans le même genre, je m'étais posé cette question-là aussi. Ouais, c'est marrant. Mais tu vois, quand tu disais pour faire fuir, c'est marrant parce que j'ai fait un post il y a quelques semaines aussi où il y a un insecte qui fait des paix vraiment. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Qui fait des paix vraiment très chauds en plus, chaud, et vraiment c'est infect. Ouais. Et ça tue les. Mais je crois que c'est mortel, hein. Je crois que ça tue les. Non. Non, pour les petits insectes. Exactement. Je crois que c'est des paix qui sont mortels pour les autres c'est prédateurs. C'est marrant. Voilà. Donc nous on peut se permettre de péter, ce sera mortel pour personne. Ça peut mettre mal à l'aise dans certains moments, mais c'est pas grave, à la limite, voilà. Il vaut mieux ça que d'avoir mal au ventre pendant des heures. Je crois que c'est en Corée où ils s'en fichent. Ah, dans les transports, partout. J'ai lu, on m'a offert un petit livret sur le P, écrit par un abbé il y a, je crois, 200 ans à peu près. Un abbé ou un moine, et qui est une sorte d'ode au P. Et c'est super bien écrit. C'est vraiment,
c'est très rigolo. Et en fait, globalement, pour faire un résumé, ce qu'il raconte, c'est que les gens qui n'osent pas péter, ils sont pas drôles, ils ont mal, ils profitent pas de la vie, ils savent pas que un beau P, c'est une mélodie, c'est des odeurs, c'est vraiment, voilà, voilà, il dresse un très beau portrait du P, et il le fait avec beaucoup d'humour, de philosophie et une très belle écriture. Voilà, j'ai pas son nom, il faudrait que je le retienne pour les autres fois où je le citerai, parce que il mériterait effectivement qu'on lui rende hommage en le citant. Ok, alors, bon, il y a une fille qui demandait comment calmer l'inflammation et la porosité, mais quand on a ici, est-ce qu'on a de l'inflammation et de la porosité? Parce que tu en parlais un petit peu, Alors, de Byron. Alors oui, exactement. On n'a pas d'inflammation telle qu'on la mesure, nous, en médecin, sur la prise de sang ou sur des biopsies classiques dans une coloscopie. Par contre, quand on va faire des examens plus poussés, qu'on va analyser des éléments de l'inflammation, et notamment ce qu'on appelle des mastocytes dans les biopsies, ou qu'on regarde un peu les interleukines, en gros, c'est des molécules du système immunitaire, on va retrouver des phénomènes micro-inflammatoires qu'on ne retrouvera pas chez les sujets sains. Donc, il y a une certaine inflammation qu'on dit de bas grade qui n'est pas visible par les examens standards, mais qui existe. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine inflammation au niveau de l'intestin. Le corps réagit, Voilà, et notamment, on sait également qu'il y a chez notamment la plupart ont cette micro-inflammation, la plupart ont également cette porosité intestinale, ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale, où l'intestin va être un peu plus poreux, laisser passer plus de mauvaises bactéries, de toxines, de choses qui vont venir alimenter cette micro-inflammation. On sait ça, c'est des phénomènes effectivement qu'on a du mal à analyser en pratique courante, mais qui existent chez la plupart des patients qui ont un intestin irritable. Et puis un phénomène qui est très important, également présent chez la majorité des personnes, qui est l'hypersensibilité viscérale. L'hypersensibilité intestinale, les gens sont plus sensibles que la moyenne au niveau de l'intestin. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de syndrome de l'intestin irritable chez les gens qui ont une fibromyalgie, une hypersensibilité diffuse de leur corps en fait. Ça c'est marrant parce que je l'ai pas vu souvent dans mes patientes quand je regarde en général, mais il y a quelques patientes qui effectivement avaient une fibromyalgie et qui ont vu aussi des améliorations. J'ai des personnes qui ont eu des améliorations au niveau des articulations, des douleurs articulaires. Des fois il y a des trucs vraiment fous. Est-ce que c'est lié ou pas, j'en sais rien, mais c'est quand même un hasard que d'un coup on se sente mieux et qu'on ait moins de symptômes aussi qui n'ont rien à voir avec la digestion, quoi. Donc ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est le microbiote pour les personnes qui... Ah oui, on ira là. Ouais, le microbiote, alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, je pense qu'il y en a de moins en moins, c'est ce qu'on appelait la flore, et notamment la flore intestinale, pour parler maintenant du microbiote intestinal. En fait, la base, c'est qu'on est microbien. Ça peut paraître con, mais en fait, on héberge environ 40 000 milliards de bactéries et d'autres micro-organismes. Et ces micro-organismes, donc c'est des bactéries, mais c'est aussi des virus, des levures, des champignons, des parasites, des archées, voilà, tout un tas de micro-organismes qui vivent dans des communautés microbiennes qu'on appelle microbiotes. Et ces microbiotes, on en a partout sur nous, en nous. On a un microbiote buccal, même plusieurs microbiotes différents dans la bouche. On a un microbiote nasal, un microbiote pulmonaire, un microbiote cutané au niveau de la peau. Les femmes ont un microbiote vaginal, souvent elles le savent. Et puis on a un microbiote urinaire, tout un tas de microbiotes, et on a bien sûr un microbiote intestinal, c'est le plus riche de très loin de tous nos microbiotes, avec dans 1 gramme de sel, dans 1 gramme de caca, pas moins de 100 milliards de bactéries, hein, donc plus que d'êtres humains sur Terre. Ça j'étais choquée. Et 1 gramme, on se dit quoi? C'est ça. C'est quoi? C'est rien. Donc 100 milliards de bactéries. 100 milliards. Et donc, dans nos intestins, il y a ce fameux microbiote intestinal. Fait de bactéries et tout un tas de micro-organismes. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que notre santé, elle dépend en partie au moins de l'état de ce microbiote intestinal. Et puis de la façon dont il va cohabiter en nous. En fait, on est, donc j'ai dit qu'on était microbien, c'est un peu plus complexe que ça. On est un peu humain et microbien. En tout cas, on est une sorte de supra-organisme humain qui hébergeons tout un tas de micro-organismes microbiens, donc nos microbiotes. Et en fait, ce qui est important, c'est que c'est cette symbiose entre l'humain et le microbien, entre l'hôte humain et tous ces microbiotes. Pour que tout aille bien et lorsque tout va bien, il y a une symbiose entre l'humain et le microbien. Les deux vivent harmonieusement et avec des bénéfices mutuels. L'humain apporte des choses que le microbien aime bien, et en échange de quoi le microbien maintient l'humain en bonne santé.
tu prends une poignée de terre et tu as plus de micro-organismes que d'êtres humains sur Terre. Tu as plus de choses vivantes dans ce que tu viens. C'est ça qui est un peu difficile à imaginer. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, on est microbien, notre environnement est microbien. Et donc, il faut respecter et voir le microbe autrement que comme on le voyait autrefois, comme étant uniquement un vecteur de maladies contagieuses potentiellement graves, la peste, le choléra, la tuberculose, etc. Maintenant, on sait qu'on est microbien et qu'il faut réapprendre à vivre avec un environnement microbien. Et que voilà, l'environnement stérile est plutôt délétère pour nous. Il faut justement maintenir cette symbiose harmonieuse entre l'humain et le microbien. Voilà. Non mais c'est fou parce que j'avais fait rien à voir, mais un travail sur les récifs coralliens et c'est aussi une symbiose entre deux êtres humains. Ouais, en parlant de corail, il y a les anémones et les amphiprions. Alors j'ai appris que ça s'appelait comme ça, les poissons clowns. Ouais. Et apparemment, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Les deux sont. Ah ouais, c'est ça. Et puis il y a quelque chose dont on vient de parler récemment avec les insectes pollinisateurs, nos abeilles, etc. Mais c'est vrai que il y a une vraie symbiose entre les pollinisateurs et le monde végétal. Et je pense qu'on va vite. Et puis les humains. Et on va vite se rendre compte qu'en tuant les abeilles, ce qui est en train de se produire, et les autres insectes pollinisateurs, on va faire. Exactement. Et même assez vite. Et c'est assez alarmant la vitesse de destruction des insectes pollinisateurs. J'ai eu une conférence au Congrès français de gastroentérologie cette année par une chercheuse je crois, du Musée national d'histoire naturelle. Là-dessus, il y a une conférence qui était très alarmante sur la vitesse à laquelle on est en train d'exterminer les abeilles, principales pollinisateurs, et puis beaucoup d'autres. Et le retentissement sur la santé, on va vite, assez vite le payer, et avec des conséquences voilà, qui font un peu peur. C'est intéressant que tu mentionnes ça parce que, regarde, tu peux ouvrir le deuxième, tu peux découvrir celui-là le deuxième. Ouais. Ah, C'est quoi selon toi? ça ressemble à un petit pot de miel. Ça ressemble à un petit pot de miel, voilà. Effectivement, et c'est le vidéaste qui est aussi apiculteur Ah, super, génial. qui t'a ramené un petit échantillon. Ah, bah c'est trop gentil. De son miel maison. Trop gentil, trop chouette le miel, c'est formidable. En fait, moi le microbiote m'a ouvert ça m'a ouvert sur l'écologie, sur plein de choses, et puis le fait d'être parent aussi. Donc je suis beaucoup plus sensible à tout ça. Et puis j'avais voilà, le grand-père de ma chérie qui était un peu apiculteur, on va dire, à 6 heures par en plus du reste. Et donc j'aime beaucoup, ouais, je trouve que c'est un très chouette métier, et je trouve que voilà, c'est un truc qui rapproche de notre environnement. Voilà, je pense que les abeilles, c'est vraiment un marqueur de beaucoup de choses. Enfin, c'est vraiment, voilà, je pense que tant que les abeilles sont en bonne santé, ça reflète pas mal la santé de la Terre et de l'humanité en général. Malheureusement, ce que je viens de dire était un peu plus alarmant. Bref, j'espère qu'on se rendra compte pas trop tard et qu'on va remettre un peu de... Ouais. Elles sont gentilles quand même. Elles piquent pas quand elles sont très gentilles. Et même les guêpes sont gentilles parce qu'apparemment, on a besoin des guêpes pour transporter les levures sur les raisins pour que les raisins puissent fermenter ensuite pour faire du vin. Donc merci aux guêpes aussi, qu'on a souvent tendance à dire que les guêpes elles sont méchantes, elles font que piquer, alors que voilà, elles font pas de miel. Et je pense que voilà, tous les insectes ont une utilité à un moment donné. Peut-être moins les moustiques tigres là en ce moment qui sont en train un peu de nous agacer quand même. Nous ça va. Et ça va. Nous ça va quand ça dépasse pas 22 degrés, je crois que c'est la température à partir desquelles les larves elles se... Ok. Je sais plus, enfin... Nous ça va, en Bretagne on est tranquille. On a eu un petit peu quand on a eu le pic là. Ok, et du coup par rapport au microbiote, est-ce qu'il y a un lien entre SI et microbiote? Est-ce que quand on a SI on a un microbiote qui est en moins bonne santé, ou est-ce que forcément quand on a des symptômes on a un microbiote qui est moins optimisé? Ouais. Alors, le plus souvent, quand on a une maladie chronique, très souvent, on arrive à retrouver des anomalies du microbiote, quelques altérations par rapport à la population jugée saine. Dans le syndrome de l'intestin irritable, il y a pas mal d'études qui ont montré que la plupart des patients, on va dire à peu près les 3/4 des patients, ont un microbiote altéré avec des anomalies par rapport à une population jugée saine.
C'est pas tout le temps les mêmes anomalies, hein. Il n'y a pas ce qu'on appelle une signature microbienne, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas capable d'identifier un syndrome de l'intestin irritable en analysant le microbiote d'un patient, mais on arrive à retrouver des anomalies, des types d'anomalies assez constantes. Déjà, une baisse de la richesse et de la diversité microbienne. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans quasiment toutes les maladies chroniques. On trouve souvent un microbiote plus pauvre, avec moins de bactéries, levures différentes, etc. Et puis avec très souvent plus de bactéries plutôt pro-inflammatoires, qui vont créer de l'inflammation, notamment des protéobactéries, etc. Et puis un peu moins de bonnes bactéries, des bactéries jugées comme étant anti-inflammatoires. Et donc dans ces bactéries plutôt bonnes, on a les bactéries qui produisent du butyrate, qui est un acide gras à chaîne courte, qui joue un rôle assez important dans la santé intestinale, une sorte de carburant des intestins. Et puis dans les bactéries qu'on retrouve un peu en excès, j'ai parlé des protéobactéries, mais on retrouve parfois aussi des bactéries sulfato-réductrices, en fait, qui vont venir fabriquer du sulfure d'hydrogène, qui est un gaz nauséabond et qui fait un peu plus mal que les autres quand il est trop présent dans l'intestin. Donc c'est des choses, voilà, c'est des types d'anomalies qu'on arrive un petit peu à retrouver chez les patients qui ont un intestin irritable. Justement, c'est intéressant, je voulais revenir sur quelque chose aussi, mais j'avais noté une question, je ne la retrouve plus, c'était une fille qui parlait justement des gaz odorants. Bon, je sais plus, mais voilà. Il y a peut-être notamment ce fameux sulfure d'hydrogène, qui est un des gaz odorants, qui peut sentir un peu l'œuf pourri, en fait, quelque chose, voilà. Pour l'instant, on n'a pas trouvé pour modifier le microbiote pour vraiment qu'il y ait moins de cette fabrication de sulfure d'hydrogène, mais je crois qu'il y a des équipes qui travaillent dessus. Voilà. Intéressant. Et je pensais pas que c'était 3/4 des personnes qui avaient une altération du microbiote, donc c'est impressionnant aussi, mais est-ce que on peut améliorer son microbiote quand on sait qu'il n'est peut-être pas optimisé? Bien sûr. Bien sûr. Donc déjà, il faut lutter contre les facteurs délétères du microbiote, tout ce qui va avoir un impact négatif sur le microbiote. Donc typiquement l'alimentation ultra transformée, bourrée d'additifs. Voilà, ça c'est pas bon pour le microbiote. La sédentarité, l'excès de stress, un mauvais sommeil, c'est pas bon pour le microbiote. Donc à l'inverse, une alimentation peu transformée, avec surtout des fibres, avec éventuellement des aliments fermentés qui vont venir enrichir le microbiote, ça peut être intéressant. C'est pas toujours simple quand on a un intestin irritable de manger des fibres et des aliments fermentés, mais on pourra en parler. Faire du sport, avoir une activité physique régulière, adaptée à son état physique, etc. Mais surtout pas se dire j'ai trop mal au ventre et je suis trop fatigué pour pas bouger, ça ce serait une erreur. Essayer d'avoir un bon sommeil, voilà, des bonnes routines, etc. Lutter le mieux possible contre le stress. Alors c'est vrai que j'aime pas dire gérer votre stress, c'est vraiment, c'est hyper difficile donc en fait c'est essayer de comprendre d'où vient son stress, essayer de limiter les facteurs qui sont les plus stressants et puis mettre en place des choses. Ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être de la méditation, ça peut être aller courir, ça peut être mieux dormir, lire, moins scroller sur son téléphone, enfin c'est des petites choses comme ça. Pratiquer la gratitude, des choses comme ça, bien sûr. Et en fait, mais l'idée c'est déjà de prendre conscience de tout ça et d'essayer de mettre en place des choses. Après, ça a marché, ça n'a pas marché. En tout cas, ça ne peut pas faire de mal d'aller vers un mode de vie plus sain et c'est un petit peu ce que j'essaie de promouvoir avec tout ça. Donc oui, en faisant tout ça, ça va forcément avoir un impact positif sur le microbiote, ça c'est clair. Pratiquer du sport, ça peut être compliqué pour les personnes qui ont un SI, notamment type D aussi. Est-ce que justement l'activité, ça peut... comment dire, moi je le vois souvent pour les personnes qui sont type D, justement, ça accentue nerveusement le péristaltisme, donc ça accentue leurs problématiques, et j'ai beaucoup de personnes qui limitent les sports justement à cause de ça, donc c'est... Ouais, alors après, ça c'est pas simple et c'est un peu au cas par cas. Effectivement, les patients avec de la diarrhée sont plus souvent embêtés. Alors après, parfois, il y a les antidiarrhéiques qui fonctionnent, mais les patients n'osent pas trop en prendre, pas régulièrement. Mais bon, si le loperamide typiquement, ou le Smecta, enfin l'opéramide c'est l'Imodium globalement, ou Smecta ou des choses comme ça, des antidiarrhéiques peuvent limiter les risques de diarrhée et rassurer les gens et leur permettre d'avoir une activité physique, de faire un peu, de se bouger un peu pendant une demi-heure ou une heure,
il ne faut pas qu'ils hésitent à le faire. Donc, et puis sur moyen, et puis voilà, les bénéfices du sport, j'ai écouté ça sur un podcast récemment, c'est vrai que c'est frustrant parce que quand on se motive pour faire un truc chiant, ce qui peut être le cas au début dans le sport, on aime avoir un bénéfice, une satisfaction, une récompense. Et les bénéfices du sport, c'est un peu bâtard, c'est surtout à moyen long terme. Et donc l'idée c'est de se dire, voilà, là ça va pas être simple, je vais pas avoir un bénéfice tout de suite, peut-être que ça va me faire un peu mal au ventre ou effectivement, mais par contre il y a des chances que dans 3 mois, 6 mois, je vois un bénéfice. Donc c'est ça qui est important aussi, quand on a ce genre de syndrome, c'est de voir sur moyen et long terme. En fait, c'est de se dire, il y aura, voilà, il y aura peut-être rien qui va me guérir là, mais par contre, si je mets en place des choses, et ben dans 3 mois, j'irai peut-être un peu mieux, dans 6 mois, j'irai peut-être encore mieux, et dans 1 an, peut-être que je retrouverai une vie normale. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est vraiment plutôt la vision long terme, et est-ce que je vais globalement mieux qu'il y a 6 mois? Même si on peut aller mieux, mais avoir des crises de temps en temps, voilà, parce que ça reste, c'est ce que j'explique à mes patients, très souvent quand ils ont ce syndrome-là depuis des années, l'intestin, le ventre va rester la zone de fragilité globalement. Et c'est là où vont se passer des choses. S'il y a un repas avec un peu d'abus, s'il y a un bon coup de stress ou une contrariété, ça va se porter là. Et il faut accepter que de temps en temps, ça trinque un peu. Même chez les gens, voilà, même chez les gens qui n'ont pas un intestin irritable, ça peut arriver à tous d'avoir un gros coup de speed ou une contrariété et de ressentir des trucs un peu pénibles au niveau du ventre, quoi. C'est ce que je leur dis souvent, c'est qu'on ne guérit pas, mais on apprend à adapter son mode de vie, son alimentation. Ouais. Et à aller mieux. Et on peut aller mieux quand même. Ouais, clairement. C'est pour ça qu'on est là. Oui, j'avais des questions par rapport à justement, tu parlais des médicaments. Est-ce que j'ai raison de dire parfois aux patientes, même si, en début de suivi, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des laxatifs, est-ce qu'il vaut mieux prendre, c'est ce que je leur dis, parce qu'il y en a qui ont peur de les prendre, qui ont peur de prendre des médicaments sur le long terme. Je me dis, est-ce que j'ai raison de dire il vaut mieux prendre des laxatifs et avoir un transit plus régulier que de ne pas en prendre et y aller une fois tous les 10 jours? Exactement. Exactement. En fait, alors bien sûr, il y a un principe, moins on a à prendre de médicaments, mieux c'est. Laxatifs compris. Après, les laxatifs, c'est des médicaments qu'on connaît très bien, qui n'ont pas. Alors, ça dépend desquels, il y a plusieurs classes de laxatifs. Mais globalement, la plupart des laxatifs n'ont pas d'effets secondaires graves, même si on les prend de façon régulière sur des années. Et donc, ce qui est important, c'est la balance bénéfice-risque. Si des gens sans laxatif, quand ils ont tout essayé, de boire de l'eau, de se bouger un peu plus, de l'eau plutôt riche en magnésium d'ailleurs, de bien manger des fibres, machin, bouger un peu, si avec ça, ils ont du mal à la selle parce qu'ils sont très constipés, parce qu'ils ont un intestin, une digestion très lente, un intestin paresseux, entre guillemets, qui va se contracter un peu moins, ou aussi des problèmes d'exonération, donc des problèmes pour faire sortir les selles. Tout est bon à prendre, on va dire, pour leur redonner un transit proche de la normale, une vie normale, etc. Et donc si ça passe par prendre des laxatifs régulièrement parce qu'on a essayé tout le reste, il n'y a pas de problème. Voilà, il vaut mieux prendre des laxatifs, voire même des antidiarrhéiques pour ceux qui ont de la diarrhée, de façon régulière, si ça permet d'avoir un transit normal ou quasi normal, et du coup qu'ils aient moins de symptômes. Parce que très souvent, quand on améliore le transit, qu'on le régule en termes de fréquence, de consistance, il y a très souvent moins de symptômes, il y a moins de douleurs, moins de ballonnements. Tu mentionnais les fibres, comment ça agit les fibres au niveau du microbiote? Alors, pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est bien? En fait, dans les fibres, on va dire il y a deux côtés positifs. Les fibres, ça va être des glucides complexes que l'organisme humain ne va pas digérer. En gros, on n'a pas les enzymes pour découper les fibres et s'en servir comme énergie, en gros. Et donc ces fibres, qui sont des glucides complexes qu'on va retrouver principalement dans les végétaux, dans les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes, les graines, et les légumes racines, tout ça. En gros, ces composés de fibres de ces végétaux vont arriver tels quels dans le gros intestin, parce que nous, on ne l'aura pas digéré. Et ce sont des bactéries de notre intestin qui vont, elles, les digérer, qui vont être capables de les découper, de les fermenter. Et du coup, en fermentant les fibres, elles vont fabriquer des acides gras à chaîne courte, dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment le butyrate. Mais le processus de fermentation fait que ça fabrique des acides gras à chaîne courte, mais également des gaz. Donc plus on mange de fibres, mieux c'est pour nourrir les bonnes bactéries de l'intestin. C'est ce qu'on appelle l'effet prébiotique. Et en fait, on va nourrir certaines bonnes bactéries
qui vont fermenter, produire des acides gras à chaîne courte. Et donc ça, c'est bénéfique pour notre microbiote et c'est bénéfique pour notre organisme d'avoir ces acides gras à chaîne courte. Et en même temps, plus on mange de fibres, plus on va fabriquer de gaz via la fermentation. Et donc quelqu'un qui n'a pas d'intestin irritable, qui mange plus de fibres, qui a plus de gaz, bon, globalement, il va péter un peu plus. Mais par contre, quelqu'un qui a un intestin irritable, lui, risque d'avoir plus mal au ventre, avoir peut-être plus de diarrhée, et donc ça peut être vraiment handicapant au quotidien. Donc, si on veut augmenter sa consommation de fibres, il faut le faire de façon très progressive. Et puis, voilà, il y a des fibres qui sont plus ou moins irritantes que d'autres, on va dire, plus ou moins digestes. Et donc, auquel cas, c'est très important dans ces cas-là de se faire accompagner par un diététicien, une diététicienne qui connaissent bien ça, qui soit capable de guider vers, là, on va plutôt augmenter ces types de fibres. Souvent plutôt des fibres solubles qui sont plus faciles à digérer, etc. Voilà, bref. Ouais, voilà, non, mais c'est intéressant parce que justement, quand on commence à consulter, chercher des informations, on voit plein de choses sur Internet, on se dit, bon, bah, il faut augmenter les fibres, on augmente beaucoup trop vite par rapport à ses habitudes. Beaucoup de personnes qui ont une alimentation qui n'est pas forcément très équilibrée. Moi, je sais pas, peut-être 60% des patients qui viennent me voir qui ne consomment pas un fruit par jour. Donc c'est déjà le premier objectif qu'on intègre, etc. Et progressivement. On a tendance à modifier trop vite son alimentation et ça peut être contre-productif pour cette gestion. Et après, on se dit, bon, bah voilà, ça me va encore moins bien. Et après, j'arrête tout, je mange plus de fibres. Ah ouais, et donc c'est une erreur. C'est pour ça que vraiment, il faut le faire progressivement et se faire accompagner. C'est deux réflexes, juste pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, mais les recommandations pour la consommation de fibres, c'est globalement, les recos, c'est 25 à 30 grammes, et certaines recos vont même jusqu'à au-delà de 30 grammes. Et globalement, on consomme 15 à 17 grammes de fibres par jour, en moyenne. Population moyenne, donc il y en a qui sont au-dessus, d'autres qui sont en dessous, mais globalement, en moyenne, on est à peu près à 2 fois en dessous de ce qu'on devrait consommer en fibres. Et puis, on a parlé des insectes, sans parler de pesticides, etc., mais manger plus de fibres, mais essayez, si possible, de manger du bio, du coup, pour limiter tous les pesticides qui, pour le coup, ont un impact délétère sur votre microbiote et sur votre santé, globalement. Donc, voilà. Donc, quand on peut, c'est mieux. Ouais, on peut. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Ça me vient les fruits, notamment. Enfin, moi, j'essaie de manger le plus bio possible. Et les fruits, la vitesse à laquelle ça pourrit quand c'est bio, ça n'a rien à voir que les fruits qu'on achète qui sont pas bio. Est-ce que justement il y a un microbiote autour du fruit aussi, tu vois, qui fait que, je sais pas, ils se nourrissent du fruit du coup, et que dans les fruits qui sont traités, il y en a moins et donc ça se conserve beaucoup mieux. Franchement, je ne veux pas raconter de bêtises, je ne connais pas du tout, mais je pense que tu as raison. Enfin, effectivement, les végétaux ont leur microbiote, et donc il serait légitime de penser que le microbiote d'un fruit ou d'un légume qui n'a pas reçu de pesticides est différent et bien plus riche et diversifié, et va potentiellement entraîner des réactions, etc. Enfin, bon, bref, qui fait que peut-être que ça a un impact sur la vitesse à laquelle il va pourrir, etc. Mais je ne connais pas du tout. Mais clairement, oui, on peut imaginer que le microbiote d'un fruit qui a reçu des pesticides n'est pas du tout le même, et probablement, il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs. Tu disais les bénéfices long terme d'ailleurs tout à l'heure, mais c'est difficile de se rendre compte en fait quand on n'a pas l'amélioration tout de suite, de se dire bon, bah, je modifie mon alimentation, mais c'est pour un bénéfice voilà, dans le temps. C'est difficile ça, de se rendre compte. Il y a une fille qui posait une question, hein, que je te jure que j'ai reçue dans mes questions. C'est Marie. Quels sont les 5 aliments que tu amènerais sur une île déserte? Merci Marie pour ta question hyper compliquée comme ça à chaque fois. Alors, qu'est-ce que j'amènerais? Alors, peut-être qu'on peut préciser pour le microbiote. Ouais, qu'est-ce que j'amènerais pour le microbiote? Premièrement, je pense que j'amènerais des grains de kéfir. C'est pas vraiment un aliment en soi, mais j'amènerais des grains de kéfir pour faire mon kéfir, pour avoir un aliment fermenté, en plus hyper bon pour la santé. Kéfir de fruits. Ouais, kéfir de fruits, j'adore ça. Donc sur une île déserte où on espère qu'il y aura pas mal de fruits pour aromatiser, et puis il faudra du citron et des figues sur cette île déserte. Voilà, donc des grains de kéfir de fruits. Qu'est-ce que j'amènerais? J'amènerais des bananes pas trop mûres, mais et puis j'en ferai pousser sur l'île déserte, des bananiers, pour manger des bananes pas très mûres, qui seront meilleures pour le microbiote. Peut-être on va dire, allez, légumes racines, patates douces.
J'adore ça. Légumineuses, on va dire lentilles corail. Avec corail, ça fait un peu, voilà, un peu l'île et tout ça. Il m'en reste un. Qu'est-ce qui manque là-dedans? On a dit un fruit, on a dit les légumes, D'accord. du Du miel. miel. Bah, je viendrai avec des abeilles. Je viendrai avec des abeilles pour faire fructifier. Je sais pas s'il y en a besoin pour le bananier pour faire du miel. Ouais, super. Voilà, Intéressant. ça fait. Et du coup, j'ai une question qui me vient. Quels sont les 5 aliments qui seraient en bas de la liste, vraiment? Où vraiment, tu les emmènerais jamais? Ou que tu consommes peut-être pas actuellement, qui sont vraiment mauvais pour le microbiote, que tu déconseilles, hein. Alors, j'emmènerai pas de soda industriel, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que c'est globalement du soda, c'est du sucre et des additifs. Donc là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de bon dedans. Ouais. Nutritionnellement parlant, il n'y a pas grand-chose de bon, et il y a surtout beaucoup de choses délétères. Et dans le même genre, j'amènerai pas du jus de fruits non plus. Le jus de fruits, il y a que il y aura le sucre du fruit, le goût du fruit, parfois un peu de vitamine du fruit, mais il n'y aura pas les fibres. Et donc l'impact sur la glycémie et sur le reste, voilà. Donc j'emmènerai pas, non, surtout pas de soda, j'amènerai pas de charcuterie. Alors, je le dis pour le podcast, je pense que j'aime quand même bien la charcuterie en apéro pour me faire plaisir. Ah ouais, en apéro, moi je suis ultra fan de houmous. Mais j'avais dit les lentilles corail, peut-être que j'amènerai un peu de pois chiches aussi pour faire mon houmous. Ah mince. Donc j'amènerai pas de soda, pas de charcuterie, je viendrai pas avec une vache pour garder parce que ça pollue vachement. Et donc je veux garder mon île déserte vraiment la plus saine, et voilà, avec un environnement très propre. Euh, Qu'est-ce que j'emmènerai pas? J'emmènerai pas de paquet de gâteaux. J'emmènerai pas de bonbons. Voilà. Et l'alcool? Parce que j'arriverai. Alors, j'emmènerai. Alors moi, j'aime beaucoup le vin. C'est un aliment fermenté. J'aime beaucoup. Alors, parce que j'ai dit que j'emmenais mes grains de kéfir. Donc sur l'île déserte, je pense que je me mettrais qu'au kéfir. Mais bon, si jamais il me restait, j'avais de la place pour par exemple à 6e ou 7e, il y aurait peut-être une bouteille de vin, d'un bon vin français Ah ouais, tu vois, j'aurais pas sur pensé. l'île déserte. Ouais. Parce que l'alcool, même à partir Alors, d'une gorgée. là, on est au-delà, on n'est pas potentiellement sur le microbiote, on est juste, là, c'est Julien Scanzi qui devait vraiment partir sur l'île déserte, qui filouterait pour prendre sa bouteille de vin. Mais pour le microbiote, non, c'est bien moins bon que. Voilà, l'alcool est plutôt délétère. Dans le vin, il y a des polyphénols qui peuvent être intéressants pour la santé, mais globalement, ça reste de l'alcool. Et l'alcool est plutôt déconseillé, effectivement, hein, pour la santé. Donc voilà, voilà, je pense que très raisonnablement, voilà, Ok. sur le- Est-ce qu'on retrouve des polyphénols dans le raisin? Est-ce qu'il vaut mieux pas manger le raisin direct? Alors, effectivement, on retrouve des polyphénols dans le raisin, on en retrouve d'autres c'est différent. Alors, c'est pareil, je suis pas expert là-dedans. Euh, mais voilà, on va retrouver des polyphénols dans les baies, les fruits rouges, dans le thé, le café, le cacao, et dans le raisin et dans le vin rouge. Alors justement, on va parler un petit peu du... Et après, on a terminé, on te libère. Ouais, vas-y, tu peux découvrir du coup. Alors, qu'est-ce donc là? Waouh! Ça me rappelle un petit peu mon métier. Alors peut-être que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Alors, est-ce que j'imagine que tu as fait ça, c'est quoi? C'est de la pâte à sel peinte? Ou ça se mange pas? Si, ça se mange, c'est des vrais gâteaux, mais... Ah, c'est des vrais gâteaux, superbe. Non, je plaisante. Non, moi je sais. J'aurais pas ce don-là. Ah, bah tu sais, ça me fait penser à. Il y en a qui ressemblent à ça, hein. Des gâteaux? Ouais, je Des sais éclairs au café? pas, je sais plus exactement, mais il y a des gâteaux industriels qui ressemblent un peu à ça. Bref, Eh bien, une très belle échelle de Bristol. alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, quand tu vois ça? Et ben donc ça représente, donc c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'échelle de Bristol qui est en fait l'échelle de forme, de consistance des sels. Je mentirais si je disais que j'utilisais cette échelle de Bristol au quotidien. Alors, ça peut arriver notamment dans les études cliniques vraiment parce que ça nous demande de dire si le patient a des sels de type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc là c'est un peu ça.
Donc faut que j'en parle, faut que je précise là, je donne la... Il y a des idées qui te viennent, des mais idées est-ce que tu peux prédire la santé de quelqu'un en voyant ces selles, par exemple? Alors, Qu'est-ce que tu peux dire de quelqu'un si tu... il y a des études, il y a une étude qui montre que la composition du microbiote et la richesse du microbiote étaient un peu corrélées à la consistance des selles, notamment sur l'échelle de Bristol, et que quand on prend notamment 1000 personnes qui ont des selles Bristol 4, hein, qui sont censées être les selles parfaites, hein, qui est donc celle-ci, hein, voilà. La selle parfaite qui sort en un seul morceau, qui fait un petit plouf, et après on n'a même pas besoin de s'essuyer, hein, on a tous fait, enfin, je vous souhaite à tous de faire ce perfect. Donc l'étude montrait que si on prenait beaucoup de personnes qui faisaient des selles comme ça, et ben on retrouvait un microbiote plus riche et diversifié que celles qui faisaient du Bristol 7. Donc en gros c'est une flaque, hein, ça va être de l'eau colorée, ou du Bristol 1 qui sont les petites billes, les petites crottes de lapin, ces petites billes toutes dures. Voilà, et entre les deux, on a des choses un peu plus, voilà, plus entre les deux. Donc voilà, en gros, on considère que on est probablement en meilleure santé intestinale si on a régulièrement ce type de sel que si on a régulièrement ce type de sel. Voilà. Et ça peut se corriger avec le mode de vie, l'alimentation, avec pas mal de choses. Si on a des selles comme ça veut dire qu'on a... Est-ce que tu peux... Alors, si on a des selles comme ça, c'est qu'on est très constipé. Alors, très souvent, il y a aussi un phénomène, alors c'est bien, ça me permet de parler de la fausse diarrhée de constipation. Parce que très souvent, les gens ils viennent se plaindre en disant moi j'ai de la diarrhée, etc. Et en fait, quand on les interroge, ils ont de la diarrhée. Alors, je leur demandais mais combien de fois par jour? Une fois ou 3 fois, etc. Mais pas tous les jours. C'est-à-dire en fait, très souvent, quand on les interroge bien, c'est des gens qui vont à la selle 1 à 2 fois par semaine. Et quand ils vont à la selle, ça commence par faire 2-3 petites billes comme ça, ou un petit morceau comme ça bien dur. Et derrière, plouf, une flaque d'eau colorée. Et ils y retournent après plusieurs fois derrière en faisant ça. Et ils vont consulter en disant j'ai un problème docteur, j'ai vraiment de la diarrhée. Et si on les interroge mal, et qu'on pense qu'ils ont de la diarrhée et qu'en plus on leur donne des antidiarrhéiques, on va que aggraver les choses. Ils auront encore moins de selles régulières. Donc les gens qui ont des selles comme ça ou comme ça au début, et même si après ça se termine comme ça 2-3 fois, c'est très souvent un problème plutôt de constipation. Et auquel cas, c'est plutôt intéressant de réguler le transit, de prescrire d'aider avec des laxatifs. Et moi, quelque chose que j'aime bien et qui n'est pas vraiment un laxatif, c'est le psyllium long. L'ispagule, qui est quelque chose de très naturel, qui est un super régulateur du transit, et notamment chez les gens qui ont cette constipation, fausse diarrhée, qui alterne un peu entre les deux. Voilà, la consommation régulière de cet ispagule, ce psyllium long, c'est assez miraculeux des fois. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai tendance à recommander les graines de lin moulu. Alors il y a ça aussi, graines de chia ou graines de lin moulu. Moi, je suis plus à l'aise avec le psyllium, mais les graines de lin ont un intérêt aussi nutritif, surtout quand c'est moulu. Voilà, c'est les oméga 3. Par rapport au protocole FODMAP, donc il y a des personnes qui ont des sensibilités au FODMAP qui créent des diarrhées. Et moi, je le vois souvent en consultation, c'est qu'on peut avoir des diarrhées liées à la charge en FODMAP et des diarrhées liées à la constipation. Et donc, les objectifs vont pas être les mêmes souvent. Et ouais, des fois, c'est pas simple, mais en tout cas, je pense que c'est notre rôle, en tout cas, nous, de médecins, de gastroentérologues, de comprendre le transit pour pouvoir vraiment agir le mieux dessus. Voilà. Donc, il faut poser les bonnes questions, il faut être à l'aise avec ça, faut creuser les choses. Il y a une fille qui demandait justement, dans les questions aussi, j'ai des selles qui flottent, est-ce que c'est normal? Alors, après, c'est pareil, la flottaison, les couleurs, l'odeur, les machins. Je suis pas forcément hyper à l'aise avec ça, parce que il y a plein de choses qui peuvent jouer là-dessus. Et c'est pas en lien avec des maladies. Après, c'est plutôt en lien avec des choses qui se passent dans la digestion et comment se passe la digestion. Et là, vraiment, on va rentrer dans des choses vraiment plus spécifiques. Moi, je rentrerai pas là-dedans. Enfin, nous, en tout cas, on apprend à reconnaître des symptômes, à reconnaître des causes, à mettre en place des traitements et pour moi, c'est pas un symptôme que la selle, elle flotte, même si c'est pas forcément normal. Ça peut être parce qu'elle est trop riche en graisse, donc des fois ça peut nous alerter sur le fait qu'on va rechercher par exemple un problème de biliaire ou au niveau du pancréas de sécrétion d'enzymes qui expliquerait une insuffisance de digestion des graisses. Mais je pense qu'il faut moins se prendre la tête sur ce genre de choses. Okay. Moi justement, on avait un deuxième plat
On avait un deuxième plat normalement. C'est le plat de résistance. Magnifique. Ça, c'était marrant. Magnifique. Autant ça, j'aurais pu presque en manger quelques-unes si c'était là. Ça, bon, ouais, ça pourrait presque faire des petits macarons, des petites choses. Ok. Bah là, c'était juste pour voir un peu. Alors là, pour le coup, il y a des choses qui mériteraient qu'on s'inquiète. Alors, bon, ça, normalement, il n'y a pas trop de raisons que ça arrive. À moins que vous buviez du bleu de méthylène. Si vous buvez du bleu de méthylène, vous pouvez faire caca bleu et vous allez pisser bleu-vert. Ça arrive à ma soeur, ça. Ton Ça avis, elle avait mangé quoi. En dehors du bleu de méthylène, j'ai du mal à croire que ce soit vraiment comme ça. Je sais pas. Ouais, c'était peut-être pas fluo comme ça. Elle avait mangé des schtroumpfs. Ah. Beaucoup trop de Ah, mais elle avait schtroumpfs. mangé des vrais schtroumpfs. Probablement, les vrais. C'est-à-dire- Bah, les vrais du dessin animé, quoi. Ah oui. Pas les bonbons. Non, ça, ah ouais, sérieusement. Non, mais donc du coup, bon, mais c'est un peu flippant de manger. C'est pour ça que je partirai jamais sur une île déserte avec des bonbons et que. Bon, ça, je pense que c'était la fin des schtroumpfs. Je pense que il n'y a pas trop de raisons non plus. Peut-être un peu trop d'épinards, de verdure. Bon, ça, c'est très bien, hein. Ça, c'est parfait. Ça, alors, les sels décolorés. Alors ça peut arriver de temps en temps, en fonction de ce qu'on mange, etc. Je suis pas trop focalisé là-dessus. Ça, c'est plus inquiétant. C'est les sels totalement décolorés, surtout si on fait pipi très foncé. Ça suggère qu'il y a un obstacle sur les voies biliaires. Ça veut dire que la bile, Elle se passe sécrétée. voilà, la bile qui doit aller dans l'intestin colorer les sels en noir, elle ne va plus dans l'intestin, donc elle est bloquée. Donc ça, c'est en général inquiétant, mais en général, on s'en rend compte parce qu'on devient tout jaune, on devient vite tout jaune. Donc ça, inquiétant parce que potentiellement du sang. Tu veux bien faire les petites tachetées. J'aurais dû en faire une Ouais. tachetée. Alors, ouais, alors nous, c'est inquiétant quand c'est des traces de sang dans les selles. S'il y a des selles qui sortent, normal, et qu'à côté de ça, on va éclabousser de sang, c'est pas très inquiétant. Ouais, c'est les hémorroïdes en général, ça fait pas. Il faut consulter quand même, hein, c'est à nous de décider que ce soit bien les hémorroïdes, mais c'est moins inquiétant. Et ça, c'est potentiellement inquiétant, c'est que c'est très. Alors, soit vous êtes sous supplémentation martiale, vous prenez du fer. Quand on prend des gélules de fer, ça colore les selles en noir, donc ça, il faut le savoir. Soit ça peut être du sang digéré, auquel cas, ça peut suggérer qu'il y a un saignement au niveau du tube digestif haut, par exemple un ulcère à l'estomac. Alors en général, on s'en rend compte, mais c'est pas toujours le cas. C'est d'avoir un ulcère qui saigne, le sang, quand il va se faire digérer tout au long de notre intestin, il va ressortir marron foncé noir. Et là, les selles sont bien noires et ça pue vraiment. C'est bien nauséabond. Ça s'appelle du méléna. Donc ouais, je le fais jamais cet exercice un peu de prévention. C'est bien sympa, très bonne idée. Moi, c'était pour détendre un petit peu l'atmosphère, mais ouais, c'est visuel quand on Ouais. comprend. Moi, je trouve ça, Ouais. ça intéressant. Très intéressant. Ah oui, justement, il y avait une fille qui disait, est-ce que c'est normal, j'arrive pas à tout évacuer, j'y vais plusieurs fois dans la journée. Donc c'était un peu ce que tu expliquais Ouais. par rapport aux diarrhées de constipation. Ah non, même pas forcément. Alors, oui et non. Alors, ça peut. C'est pas normal de ne pas arriver à évacuer correctement. En théorie, un transit normal, on peut y aller plusieurs fois. Mais l'idée, c'est de ressentir le besoin d'aller à la selle, d'évacuer et d'avoir la sensation d'avoir bien évacué. Si on a l'impression qu'il en reste la moitié au niveau du rectum, c'est pas vraiment normal. La première chose à faire, c'est de corriger la consistance des selles. Parce que quand les selles sont trop molles, et ben ça peut expliquer ça. Donc, et ça, pour améliorer la consistance, on revient sur le psyllium ou l'ispagule qui marche souvent bien pour améliorer la consistance. Parfois, en améliorant la consistance des selles, on va améliorer cette facilité à exonérer, à sortir tout d'un coup. Et puis après, on peut avoir aussi un problème de dyskinésie périnéale ou anorectale. En fait, c'est un mauvais contrôle des sphincters. En fait, pour évacuer, on a besoin de relâcher nos sphincters. En fait, on a une poussée qui se fait au niveau du rectum. Donc le rectum, il va pousser vers le bas. Et en même temps que le rectum pousse vers le bas, il y a les sphincters qui sont censés se relâcher. On a le sphincter interne et le sphincter externe. Le sphincter interne, on ne le contrôle pas, il se relâche tout seul quand on pousse. Mais parfois, c'est à nous de contrôler notre sphincter externe et donc alors ça se fait inconsciemment normalement, mais au moment, et ça peut se rééduquer, c'est-à-dire au moment où on pousse pour faire sortir les selles, il faut que notre sphincter externe se relâche. Et parfois, il y a des gens, et notamment les gens qui ont du mal à expulser en une fois, au moment où ils poussent, ils resserrent ce sphincter externe. Et donc en fait, ils ont une poussée qui n'est pas efficace.
Et ça, c'est très compliqué. C'est des gens qui ont vraiment beaucoup de mal à évacuer correctement. Et ça peut se rééduquer. Intéressant. Ok. Je crois que c'était à peu près tout. Alors, une fille qui avait posé une question, mais c'était un peu limite. Pourquoi j'ai des selles semi-liquides bouse de vache chaque matin après mon café au lait d'avoine? C'est très précis. Hein. Ouais, alors après, quand c'est trop Ah, le café, on précis, en a pas parlé. ouais, bah après le café, voilà, il y a un élément. Déjà, c'est moteur sur l'intestin, en fait, ça va favoriser le transit. Et en plus, il y a le côté, le réflexe gastrocolique du matin, où en fait, le fait de manger le matin et de remplir l'estomac va engendrer une motricité intestinale et le réflexe d'expulser également au niveau colique. On le voit beaucoup chez les bébés, quand ils boivent leur bib, ils font caca au début. Et c'est quelque chose qui a tendance un peu à se perdre ou à rester, ça dépend des gens. Mais ça, en tout cas, c'est ce réflexe-là, il est assez présent le matin. Donc c'est assez normal le matin, surtout après avoir bu du café, d'aller à la selle. Après, pourquoi ces selles sont liquides ou bouse de vache? Il y a des gens qui, ça voilà, ça peut être une mauvaise tolérance du café, une mauvaise tolérance de son lait d'avoine. Il faut se méfier des laits végétaux qui sont parfois avec pas mal d'additifs. Donc il y a plein d'explications possibles et je pourrais pas du tout répondre à cette personne, malheureusement. Je voulais reprendre un truc un peu, j'ai oublié. Ah oui, non. Des personnes, parce que tu parlais du réflexe gastrocolique matinal, moi j'ai des patientes qui sont constipées et souvent le schéma c'est je prends pas de petit déjeuner, je prends pas de collation, j'ai un laps de temps très long entre déjeuner et dîner, j'ai très peu de volume alimentaire et parfois il y a des personnes qui font 2 repas par jour, ça leur convient très bien et couvre leurs besoins. Et il y a des personnes pour qui c'est pas suffisant. Moi j'ai tendance à leur conseiller de répartir leur apport et créer un petit déjeuner le matin pour relancer justement ce transit et parfois ça fonctionne vraiment Ouais. très bien. Ouais, c'est vrai que les gens qui sont constipés, c'est important de qu'ils aient de nouveau une routine pour aller à la selle. Et effectivement, le petit déjeuner le matin peut aider et de se prendre c'est prendre un petit déjeuner, éventuellement du café, pourquoi pas, et puis se prendre aussi un peu le temps. C'est-à-dire qu'en fait, notamment chez les gens constipés, s'ils prennent leur petit déjeuner mais qu'ils sont à la bourre pour aller au boulot, bah, il n'y aura pas d'intérêt. Ils vont prendre leur petit déjeuner, après même s'ils ressentent un moment le besoin, ils n'auront pas le temps d'aller à la selle. Donc il faut qu'ils se prennent ce temps-là. Donc c'est se lever plus tôt, prendre le temps de déjeuner, ressentir, s'écouter. Est-ce que je ressens un petit besoin d'aller à la selle? Auquel cas, je me prends un petit moment pour essayer d'y aller. Et après, ça peut être une routine qui peut s'installer et du coup qui va lutter contre la constipation. Ouais. Souvent, c'est le rythme de vie qui interfère aussi avec, comme on disait tout à l'heure, pour les gaz, les besoins naturels en fait. On court, on se lève le plus tard possible pour Et ouais. gagner du sommeil. Et en même temps, on passe je sais pas combien d'heures par jour sur les réseaux ou sur la télé. Donc en fait, le temps, on peut toujours le trouver. On scrolle un peu moins et on arrivera à faire d'autres choses. Ouais. Est-ce que tu as une histoire qui a marqué ta carrière de gastro-entérologue jusqu'à aujourd'hui dont tu te rappelles Ah, que t'aimerais partager? ben voilà, donc du coup, on va revenir sur le tout début Ah, c'est marrant. du podcast. Ouais, on aura bouclé la boucle. Ouais. Et je vais reparler de transplantation fécale. C'est en fait comme ça que j'en suis venu à être là, à parler de microbiote, d'intestin, etc. En fait, donc j'étais interne en gastro-entérologie, je connaissais pas encore bien le microbiote, et en fait, j'avais une patiente qui avait une infection récidivante à une bactérie qu'on appelait Clostridium difficile, qu'on appelle maintenant Clostridioides difficile, c'est juste un peu plus pénible à prononcer. Bref, c'est une bactérie qu'on attrape très souvent après avoir pris des antibiotiques parce qu'on a détruit une partie du microbiote et ce Clostridium difficile devient dominant et entraîne de la diarrhée. Le traitement, c'est des antibiotiques. Sauf que, on va dire qu'une fois sur 3, ça revient. Et quand ça revient, on redonne des antibiotiques. Et quand c'est déjà revenu une fois, eh ben, presque une fois sur 2, ça revient. Et ensuite, c'est un cercle vicieux, on n'arrive plus à traiter les patients. Et parce qu'en fait, le microbiote reste très appauvri, avec toujours le Clostridium qui reste dominant. Et en fait, donc c'était en 2013, il venait d'avoir une étude qui montrait que chez les patients qui étaient dans cette situation d'infection récidivante à cette bactérie, la transplantation fécale marchait mieux que l'antibiotique de référence. À l'époque, ça s'appelait la vancomycine. 80% de réussite dans la transplantation fécale, 30% à peu près pour l'antibiotique. Et donc, l'étude a montré, c'était une superbe étude, a montré que elle démontrait que la transplantation fécale était le traitement le plus efficace dans cette indication-là. Donc, toutes les recommandations de toutes les sociétés savantes ont ensuite été
de dire que ce traitement-là était le traitement le plus efficace. Donc 2014. Et moi, juste après cette étude-là, il n'y avait pas encore eu les recommandations, mais j'avais ma patiente qui était à sa 6e récidive d'infection, qui allait d'hôpital en hôpital depuis quasiment un an, qui allait mourir, hein, clairement. Elle avait perdu 20 kilos, elle était très fragile, ses reins marchaient presque plus à cause des épisodes de diarrhée, etc. Elle allait mourir. Et on a décidé, vu que l'étude venait de sortir, de tenter de faire ça. Donc à l'époque, on n'avait pas de donneur attitré, on n'avait pas de transplant fécaux comme on a maintenant à l'hôpital. Et on lui a fait une transplantation fécale à partir des selles de son fils qui était en très bonne santé. Et en fait, elle a guéri. Elle est rentrée à la maison quelques jours après et elle n'a plus jamais fait de récidive. Et moi, je l'avais revue 6 mois ou un an plus tard, elle allait très bien, etc. Et donc, je me suis aperçu, enfin, on a clairement probablement sauvé cette personne-là avec la transplantation fécale. Et donc, pour expliquer ce que c'est que la transplantation fécale, en gros, c'est soigner cette personne-là qui avait un problème lié à un microbiote complètement détruit et une bactérie mauvaise qui dominait le microbiote qui restait, en transférant le microbiote d'un sujet sain, parfaitement sain. Donc globalement, c'est une greffe de caca. En fait, on va prendre les selles de quelqu'un de sain. Alors, c'est très compliqué de trouver un donneur sain et on fait tout un tas d'analyses, des prises de sang, d'analyses de selles pour éliminer toutes les bactéries, tous les virus, tous les parasites qu'on pourrait potentiellement transmettre. Et une fois qu'on a trouvé ce donneur, le donneur donne à la pharmacie et la pharmacie fabrique un transplant. En gros, il dilue les selles dans du sérum Phi. Il mixe tout ça dans un blender, c'est filtré et ensuite c'est transféré, soit tout simple, soit avec une sonde gastrique, soit par lavement rectal, soit en coloscopie, soit même maintenant on fait en gélule dans certaines études. Et donc maintenant c'est le traitement. Et donc depuis 2014, on en fait en pratique courante dans cette situation-là, bien précise. Et moi, ça m'a ouvert les yeux. Je dis mais là, on vient de guérir quelqu'un avec le caca de quelqu'un d'autre, donc le microbiote, hein. Donc c'est incroyable quand même le pouvoir même de guérison. Et donc, et voilà. Et donc d'où en fait ma volonté de vouloir transmettre tout ça et surtout de faire en sorte que les gens en prennent soin. Parce que quand il est détruit jusqu'à faire cette infection-là, cette bactérie-là, derrière on ne peut plus faire grand-chose. Et c'est pas en allant courir, en dormant mieux et en mangeant des fibres qu'on va réussir à refaire un microbiote quand on en est là. Là, quand il est trop détruit. Donc, ouais, l'idée, c'est de faire un maximum de prévention, de sensibilisation. Et en tout cas, moi, ça a été l'événement qui m'a ouvert les yeux et qui a fait que, du coup, ça a été vraiment un tournant dans ma carrière puisque le microbiote est resté l'élément numéro un petit peu dans tout ce qui a guidé mes choix de carrière et ma façon de voir aussi et d'exercer aussi la médecine qui est beaucoup plus intégrative, holistique, avec une prise en charge globale. Ça m'a ouvert les yeux on parlait tout à l'heure d'écologie, etc. Donc, voilà. Trop bien. Ouais, c'est fou. C'est vraiment incroyable, tu vois. C'est dingue. Et en plus, c'est si simple. Ouais. Et tu vois, et donc j'en fais maintenant, dans cette situation-là, on va dire, aller 1 à 2 fois par mois. Et c'est les gens, quand je les revois, ils me disent, docteur, vous m'avez sauvé, c'est incroyable, vous m'avez sauvé la vie. Parce qu'ils ont été tellement bas pendant 6 mois, 1 an à avoir la diarrhée, parce que quand on a Clostridium, en général, on le sait, c'est 10, 15, 20 selles par jour. On ne peut pas se retenir, donc c'est des gens qui ont eu un calvaire. Et là, on les a sortis de ça avec un truc qui est un pseudo miraculeux, hein, où en fait, c'est pas un médicament, enfin, c'est reconnu comme étant un médicament, mais c'est pas les médicaments tels qu'on l'entend habituellement. Ça m'a donné envie de tester sur des personnes qui ont des on fait, bien sûr. Alors, il y a une étude qui va débuter dans les prochaines semaines. Donc, peut-être que quand sera sorti le podcast, l'étude aura déjà débuté. Voilà. Wow. Donc, c'est testé beaucoup sur la rectocolite. Il y a des très bons résultats dans la rectocolite hémorragique. Il y a des résultats mitigés sur le S2I, avec des études qui sont positives, des études qui sont négatives. Donc, voilà, on va, nous, faire notre propre étude là en France, bientôt. Trop bien. Voilà. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est l'alimentation, enfin le sport, tout ça, c'est minime quand on est à un stade vraiment où il y a plus de microbiote quasi, où il y a quand même. Quand on en est à faire une infection à cette bactérie-là, il y a vraiment plus grand chose. Ouais, c'est pour ça, c'est rien à côté des fibres. En fait, on prend la forêt amazonienne avec la biodiversité qu'il y a dans la forêt amazonienne. En fait, on la détruit, on enlève tout. Et donc, en fait, on a un champ vierge, un pré, en fait. Et donc, quand on a ce pré-là, remettre des probiotiques ou remanger des bonnes choses et des fibres et des machins, c'est comme si on allait replanter 2-3 arbres et remettre 2-3 espèces animales comme ça. On ne recréera jamais la biodiversité qu'il y avait avant. Donc le seul moyen de recréer cette biodiversité, c'est cette transplantation fécale,
pour l'instant. C'est fou que ces microbes, ces bactéries, elles arrivent quand même à s'adapter à un nouveau milieu, c'est qu'elles reconnaissent que c'est un terrain dans lequel elles peuvent survivre. Alors, il se passe quand même des choses. Il y a un remodelage en fait qui se crée, et en fait, le microbiote du donneur se transforme un petit peu et se rapproche. Enfin, il y a un équilibre qui se fait un petit peu entre le microbiote du receveur et du donneur, et il y a un nouvel équilibre. Voilà, quand il y a eu des analyses faites après, il y a un nouvel équilibre qui se recrée voilà, vis-à-vis de ça. Oui, est-ce que tu voulais dire un petit mot sur tes livres? Tu en as écrit 2, je crois, en collaboration avec certaines personnes. Où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, si le sujet vous intéresse de microbiote, la santé intestinale dans votre ensemble, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram ou LinkedIn pour les professionnels de santé surtout. Et puis, voilà, si vous voulez aller plus loin et avoir... en gros, j'ai essayé, moi, de rassembler toutes mes connaissances dans des livres. Donc, le premier livre, ce que tu as montré, celui-là, Incroyable microbiote, de chez Le Duc, qui est sorti en 2022, j'ai voulu à ce moment-là vraiment mettre toutes mes connaissances et tout ce que je pensais qui pourrait être utile pour le grand public et à la portée de tout le monde. Et en fait, voilà, avec des traits, je sais pas si vous verrez, mais avec des très beaux dessins, avec une illustratrice que je salue qui est Alice Varocco, qui est une illustratrice toulousaine super sympa, qui m'a fait des super beaux dessins. Et donc, en fait, là-dessus, vous allez retrouver plein de choses. En fait, vous allez comprendre en quoi le microbiote est un pilier de votre santé et comment essayer d'en prendre soin. Et puis, j'ai voulu ensuite aller dans le pratico-pratique avec ce deuxième livre sur un guide vraiment pour vous donner les clés pour chouchouter votre microbiote. Et dans ce qui chouchoute le plus le microbiote en termes d'alimentation, il y a les fibres et les aliments fermentés. J'ai voulu m'aider d'expertes. Et donc, je me suis entouré de 2 experts, donc de Claire Trommenschlager, que vous pourrez trouver sur les réseaux, Claire Apidiette, qui est diététicienne, nutritionniste et qui a fait une partie de recettes riches en fibres. Et Andrea de Codin, qui est journaliste et experte en fermentation, connue sous Instagram sous le nom de Pétilium, et donc qui m'ont aidé à faire ce deuxième livre, et donc un guide vraiment pratico-pratique pour booster et chouchouter votre microbiote au quotidien avec des recettes gourmandes et simples, et voilà. Trop bien. Donc des livres, les réseaux sociaux, et voilà, l'idée c'est d'aller dans le bon sens, de chouchouter nos microbiotes et ceux des générations futures. Il y a du travail. Merci beaucoup, Julien. Écoute, merci à toi, c'était un plaisir. Si cet épisode t'a plu, tu peux nous laisser un petit avis, ça aide énormément à faire connaître le podcast, à sensibiliser plus sur le syndrome de l'intestin irritable et aussi à inviter de plus en plus d'experts pour vous apporter plus de réponses. Dans la description, tu trouveras 2 ressources utiles. Un quiz gratuit pour savoir si tes symptômes correspondent bien aux critères du SI et quoi faire si tu sais pas par où commencer. Et deuxièmement, la possibilité de réserver un appel gratuit avec moi si tu envisages éventuellement un suivi personnalisé pour le protocole FODMAP et que tu as quelques questions ou des petites appréhensions avant de te lancer. Sinon les filles, on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode du Poopcast. En attendant, prenez bien soin de vous.